d'écouter les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Alison Howell, VP Marketing Innovation chez Hogan Assessment. Donc bonjour Alison, je suis aujourd'hui ravie de te recevoir dans le podcast et ce que j'aimerais te proposer, c'est que tu prennes un instant pour te présenter pour les personnes de notre audience qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, très bien et merci pour l'invitation aujourd'hui. Je suis ravie de parler avec toi. Bon, je suis Alison Howell, je suis VP Market Innovation chez Hogan Assessment aux États-Unis, donc je suis américaine. Petite info sur mon parcours, c'est que moi je travaille chez Hogan pendant 7 années environ. J'ai découvert Hogan il y a une dizaine d'années. J'ai fait un doctorat dans les communications. J'ai passé un peu de temps à Paris de faire une sorte de stage avec la Sorbonne. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dr. Hogan, le fameux Dr. Hogan. C'était une période de ma vie où je cherchais un peu ma carrière. Et en fait, je trouve que cette histoire, c'est assez intéressant que j'étais en train de décider si je restais pour finir mon doctorat ou si je cherchais ailleurs une carrière, quoi. Et il m'a regardé après avoir discuté un peu. Il m'a dit, mais tu n'as pas une personnalité de chercheur. Et là, ça a changé ma vie, effectivement. Donc, il m'a mis en contact avec un cabinet de conseil à Paris. Donc, j'ai commencé ma carrière à Paris avec conseil de talent. Et je travaillais, bien sûr, oui, avec toi, Chloé, pendant quelques années. Réciproque. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, je suis retournée aux États-Unis avec mon mari et j'ai commencé à travailler chez Hogan. Et ma carrière chez Hogan, ça a vachement changé dans les 7 ans que j'étais là. J'ai commencé avec market research pour étudier les marchés globaux. Et puis, c'est changé pour soutenir nos distributeurs et partenariats globaux avec le marketing. Après, c'était directrice de marketing, senior director of marketing chez Hogan, et maintenant c'est le VP. Donc, je gère l'équipe marketing et aussi le développement de nouveaux produits chez Hogan. Donc, c'est tellement intéressant. C'est un très beau parcours. Attends, j'ai une question quand même. Est-ce que tu regrettes le conseil que t'a donné le docteur Hogan ou est-ce qu'il avait raison? Non, il avait complètement raison parce que bon, quand j'ai fait mon doctorat, il y avait beaucoup d'études très très précises sur les théories de communication. Et moi maintenant, je connais avec mes résultats Hogan que je suis en learning approach. Donc je veux étudier les choses qui peuvent être appliquées. Et dans le monde scolaire, c'est un peu trop ésotérique, si tu veux. Donc, je voulais bien mettre en action ce que j'avais appris. Et mais vu que tous mes mentors étaient les scolaires, quoi, je voulais un peu me forcer dans ce domaine. Et c'était un peu cette conseil de Dr. Hogan qui m'a fait réaliser que ouais, en fait, c'est vraiment pas pour moi. Donc, ça a vraiment changé ma carrière. Et je suis très très ravie de rester chez Hogan et découvrir le monde de personnalité avec nos bons distributeurs globaux. Ouais, merci beaucoup. Je précise juste du coup, effectivement pour ceux qui nous écoutent, c'est un épisode un peu spécial puisque aujourd'hui j'interviewe une personne avec qui j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. C'était un plaisir et un plaisir du coup de te retrouver aujourd'hui de ce côté-là du micro. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Alison, que les gens ne savent pas sur toi? Bon, justement, j'allais dire que je suis une des personnes assez rares d'avoir cette expérience de travailler vraiment en face de Chloé au quotidien. Mais je vais changer parce que tu as déjà dit. Donc, c'est mon premier podcast en français. Et vu que je suis américaine, je compte sur toi, Chloé, de m'aider un peu avec certains termes business en français. Oui, bon, trop d'humilité. On sait très bien que tu parles très très bien français. En étant en plus mariée à un Français, en ayant travaillé à Paris, donc je pense qu'on n'aura aucun souci là-dessus. Je suis pas inquiète.
Et du coup, en fait, Alison, quand je t'ai proposé de parler dans ce podcast, je t'ai proposé de choisir la thématique sur laquelle tu allais intervenir et tu as choisi assez rapidement le sujet du développement du leadership. Ça tombe bien parce que c'est vraiment un sujet que j'avais envie qu'on traite dans ce podcast depuis très longtemps, mais personne n'avait osé choisir le sujet, donc merci de l'avoir fait déjà. Et pourquoi est-ce que tu as eu envie de choisir ça? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Ouais, bon, c'est une bonne question. Bon, déjà, c'est un sujet dont j'ai parlé beaucoup cette semaine. Je suis en voyage en Canada avec notre distributeur en Canada pour parler de ce sujet-là. Donc, c'est vraiment top of mind, si tu veux. Mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que, en fait, il y a des leaders partout. Et on sait à peu près ce que c'est un leader parce qu'on peut facilement identifier ce que c'est un leader. Mais quand on cherche vraiment bien dans le sujet, on trouve que c'est super mal défini. Et parce que ça part d'une définition pas très claire, pas très efficace, souvent les programmes de développement sont créés avec une base qui n'est pas très bon, quoi. Donc ça crée une sorte de piste de programmes de développement qui sont pas très efficaces. Donc quand tu regardes vraiment profondément ce que fait un vrai leader, un bon leader, c'est tellement intéressant et c'est pas vraiment connu parce que l'évidence, le côté un peu scientifique, c'est pas toujours évident de leadership. Donc je trouve que c'est tellement intéressant. C'est hyper intéressant, on y reviendra, mais effectivement, quand tu dis que les programmes de développement du leadership sont pas très efficaces, étant donné le niveau d'investissement que les entreprises mettent sur ce sujet-là, je pense que ça vaut vraiment le coup d'analyser ensemble aujourd'hui le pourquoi. Mais avant de faire ça, tu dis qu'effectivement, on a tendance à mal définir ce que c'est que le leadership. Est-ce que tu veux nous proposer une définition ou quelques éléments, en tout cas, pour bien comprendre, toi, quelle est la façon dont tu approches ça? Quand on pense au leader, je pense que tout le monde peut avoir une idée un peu en tête, ce qu'ils imaginent en tant que leader. Malheureusement, cette image, c'est souvent un peu les politiciens. Donc, les gens qui peuvent bien se mettre en avant, qui sont un peu peut-être arrogants, beaucoup de charisme, si tu veux, mais qui ont la capacité de créer les relations qui aident un peu à monter dans la société. Mais ce qu'on sait que le charisme, il y a un côté assez dangereux parce que c'est pas ça qui rend quelqu'un efficace avec les équipes. Donc, on propose que pour définir le leadership, c'est pas quelqu'un qui a bien avancé dans le rôle, c'est quelqu'un qui peut créer et développer une équipe efficace. Donc, un leader, c'est pas ce qui est important, c'est pas vraiment le leader, la personne, c'est l'équipe et la performance d'équipe. Il faut regarder ça pour voir si un leader est vraiment efficace. Ok, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on sort de la notion simplement de titre et de niveau de responsabilité, qui est quelque chose qu'on va souvent associer au leader, alors qu'en fait, tout le sujet va se déplacer sur l'équipe. Bon, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. T'as l'impression qu'on en est où aujourd'hui sur le sujet? Tu vois, comment est-ce que t'as envie de nous parler un peu du constat que t'as envie de poser sur le sujet du développement du leadership? Bon, quand tu regardes un peu dans l'industrie de talent et talent development, il y a énormément d'activités, les investissements sont énormes et même, bon, je lis quasiment chaque semaine un peu les analyses d'industrie, des tendances dans le monde RH et tu vois que c'est un souci énorme pour les sociétés. Donc, il y a les investissements énormes, les programmes, il y a les statistiques qui montrent que la comité de direction veut continuer à investir dans le leadership development, mais on voit pas beaucoup d'amélioration sur l'efficacité des programmes. Et quand on parle de définition de leader, de vraiment regarder les équipes, quand tu demandes aux équipes, aux salariés, comment ils sont au quotidien, au travail, souvent le chose le plus stressant pour eux, c'est leur leader. Et on sait bien que le stress, c'est vraiment dangereux pour les salariés. Ça crée un burn-out, ça crée un manque d'engagement, de satisfaction dans la vie. Et s'il y a un lien direct avec le leadership, ça peut être un peu choquant. Et je pense que tout le monde peut imaginer ou rappeler un de leurs chefs dans leur vie qui a créé une situation impossible. Chloé et toi et moi, je pense qu'on peut bien penser à ça, que ça crée un stress. Et ce qui est intéressant, c'est que
En règle générale, bon, il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, le chef, c'est pas le but de gâcher la journée de quelqu'un. Il se lève au matin un peu comme tout le monde, essaie de faire le mieux, mais il y a vraiment un risque en tant que leader que les comportements, surtout les comportements inconscients, peuvent avoir un effet vraiment important sur les salariés. Donc, on regarde un peu les réponses des salariés. La tendance, c'est vraiment que la satisfaction de vie, de satisfaction au boulot, ça baisse bien. Donc, c'est vraiment important de continuer à investir dans les leaders pour aider avec le succès des équipes, de sociétés aussi. Mais il n'y a aucun sens de continuer à investir dans les programmes inefficaces. Ça aide personne et c'est vraiment une perte d'argent pour les sociétés. Oui, c'est intéressant. Et ce que je trouve important à noter dans ce que tu nous as dit, c'est que effectivement, la plupart des leaders ne se lèvent pas avec l'envie de gâcher la journée de leurs salariés. Et donc, il y a tout un sujet qui tourne autour de comportements qui sont la plupart du temps un peu inconscients ou non intentionnels, non maîtrisés, etc. Et il y a un vrai sujet sur... Bon, sans doute un peu, on va y venir, hein, sur la prise de conscience, qui est quand même quelque chose de très très important. Tu dis qu'il y a beaucoup d'investissements. Je sais que tu avais quand même des chiffres clés. Est-ce que tu peux nous partager, je trouve que c'est intéressant, des chiffres sur le montant des investissements? Oui. Donc les chiffres c'est pas super récent, mais ça approche le 400 milliards mondial. Donc, et aux US, on peut rigoler que les Américains sont les consommateurs et on prend presque la moitié de ça pour les programmes d'investissement. Donc, on fait beaucoup d'activités, mais je pense qu'on peut dire que c'est vraiment en perte d'argent si les programmes sont pas bien faits à la base. Donc, ouais, c'est la conclusion ne sera pas de dire qu'il ne faut pas investir dans les programmes de développement de leadership, sinon on ne fera pas sortir cet épisode. Mais peut-être que tu peux nous aider à un peu mieux analyser les causes, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on mesure finalement que ces programmes sont inefficaces? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons bien précises? Oui, donc bon, il y a une sorte d'enchaînement qui fait que les résultats sont pas très bien. Donc, si tu commences avec une mauvaise définition de leadership, et bon, par exemple, tu définis un leader par quelqu'un qui a un titre de leadership, donc manager, directeur, comité de direction, tu dis que ok, ça c'est le leader. Donc, on va créer un programme et analyser ça juste parce qu'on a défini comme ça. Donc, on étudie les gens dans les rôles de leadership, mais comme on a dit, il y a tellement de leaders qui sont vraiment pas bien, donc on étudie les comportements pas bien. Donc, tu vois, ça continue, ça crée une sorte de piste déjà à la base. Après, les livres de leadership sont souvent écrits par les gens qui étaient définis comme leaders comme ça, donc avec les titres. Après, on étudie ça et que ça crée une sorte d'enchaînement d'informations pas très bien. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de redéfinir le leadership en tant que l'efficacité d'équipe et ça change un peu le début, quoi. Donc, on peut mesurer avec les choses beaucoup plus objectives, evidence-based, si tu veux, parce qu'on regarde la performance d'équipe. Donc, il y a plusieurs moyens de faire comme ça. Et aussi, avec les programmes de leadership, on dit toujours que il faut toujours commencer avec un sorte d'assessment et évaluer comme ça. Donc, s'il y a un programme de leadership qui est basé sur la mauvaise définition, souvent c'est étudié avec, ok, comment vous avez apprécié cette séance et est-ce que vous avez eu une promotion après et des choses comme ça qui montrent sur un peu les problèmes de base. Donc, si on change cette focus, on peut étudier mieux avec d'autres choses. Donc, si on commence avec un assessment de personnalité comme ça, tu peux ajouter un 360 degrés pour voir si les objectifs étaient atteints un peu de façon objective. Parce qu'en fait, si je te comprends, Alison, quand on parle de mesurer l'efficacité du leadership par la performance de l'équipe, finalement, le type d'assessment dont tu peux avoir besoin,
c'est aussi simplement, entre guillemets, de pouvoir mesurer le niveau de performance, des indicateurs de performance de l'équipe avant et après le programme et espérer voir un résultat? Donc, bien sûr, il y a plusieurs moyens de faire ça. Il y a les moyens de mesurer les KPI d'équipe, mais aussi, on aime bien utiliser le 360 degrés avant et après parce que ça nous donne un peu la vision d'équipe. Et avant, c'est beaucoup plus simple de choisir les objectifs importants et, comment dire ça en français? Actionable. On peut vraiment prendre l'action et avancer sur un sujet parce qu'on sait que ça, c'est un problème pour l'équipe. Donc, tu fais ça au début, tu fais l'intervention et après pour voir si l'équipe dit que ça s'est amélioré parce que c'est vraiment pour regarder tous les gens autour, le leader pour dire que si ça a changé ou pas. Je confirme, ça c'est un outil, pour le coup, on a beaucoup d'exemples chez Authentic Talent de le 360 degrés en fin de parcours. C'est un outil qui est hyper puissant parce que ça permet vraiment au leader de mesurer l'impact de ce qu'il a développé tout au long du programme avec le regard de son équipe, avec cet aspect un peu anonyme qui fait quand même, enfin complètement anonyme d'ailleurs, qui fait que du coup les personnes se sentent autorisées vraiment à donner un feedback assez précis sur les comportements. Donc en général, c'est vraiment un très très bon outil. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres critères pour toi qui expliquent l'inefficacité des programmes de leadership? Oui, bon, ça dépend du programme parce que chaque société, ils ont un moyen de mesurer quelque chose. Bon, ça change de sujet juste un peu, mais souvent, les programmes de leadership, ils sont basés sur les modèles de compétences d'une société. Donc, un competency framework qu'on connaît bien, un peu comme un drive for results, avoir intégrité avec les collègues. Donc, il y a les termes qui sont vraiment optimistes, inspirants, mais ils sont super difficiles à mesurer parce que ça met souvent tu as quelque chose comme ça qui met un peu en bien ou pas bien. Donc si c'est drive for results, tu es bien ou tu n'es pas bien. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, si tu es mesuré sur ça, c'est vraiment difficile à analyser le progrès sur ça parce que comment tu définis les résultats, comment tu définis un peu ce drive, tout ça. Donc, avoir les définitions de succès à la base, c'est super important aussi. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est à la fois, enfin, tu me dis ce que t'en penses, hein, mais nous, ce qu'on observe dans les entreprises, c'est à la fois les modèles sur lesquels on évalue les leaders sont pas toujours très simples à évaluer, hein, comme tu le dis, mais en plus ils changent beaucoup et parfois ils disent aussi un peu une chose et son contraire dans la même dimension. Je sais pas si c'est des choses que tu observes aussi de ton côté, si c'est des problèmes que vous avez identifiés. Oui. Oui, donc ça peut être un peu polémique de parler de competency framework parce que toutes les sociétés, surtout les grandes sociétés, ils utilisent beaucoup. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas une utilité ou c'est pas bien parce que je pense que ça peut donner un peu les consignes de comportement pour la société. Mais le problème, c'est vraiment de baser le développement sur ça. Et il y a les sociétés qui avoir ces competency framework qui a un peu les comportements liés avec chaque compétence qui sont un peu mieux, mais comme tu dis, ça change énormément. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui travaille pour le gouvernement de Canada et on avait regardé un peu le competency framework de Canada qui semble assez bien. Et elle a dit que c'est même bien étudié, mais ça change en ce moment. Ils sont en train de changer là. Et le problème, c'est que bon, si ça change bien et c'est pas basé sur la psychologie ou les sciences, c'est encore plus difficile à mesurer, voir s'il y a un succès sur ça. J'ai une collègue hier qui a parlé de fait qu'il a travaillé dans une société. Il y avait un chef qui est venu, il avait un nouveau livre de leadership et il voulait créer les compétences selon ce livre qu'il a lu. Et il a tout changé pour modifier ça. Après 2 ans à peu près, ça marchait pas. Le CEO, il était viré. Il y avait un nouveau CEO qui est venu avec un nouveau livre de leadership et ça a changé complètement. Donc,
et ça crée un sorte de cycle qui n'est pas très efficace. Ça change toujours un peu les attentes pour les gens, les salariés. Donc, on trouve que c'est pas très efficace. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de regarder ce qu'on dit les comportements universels des leaders, qui sont beaucoup plus nuancés, basés sur la science et qui peuvent être mieux analysés pour le contexte du travail. Parce que si tu es un COO quelque part et une compétence, c'est d'être stratégique. Bon, c'est pas vraiment le rôle d'être stratégique, donc ça aide pas forcément d'évaluer quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas vraiment important pour le rôle. Et sur les comportements universels, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc bon, on arrive sur le sujet des assessment organs où on peut regarder un peu les comportements qui sont un peu tu dis innate dans la personnalité, inné dans la personnalité qui dirige nos comportements. Donc ça peut être decision making style par exemple. Où tout le monde a un type de prendre des décisions, la prise de décision, ça change selon chaque personne. Donc, si c'est quelqu'un qui est très analytique, ça nous permet de creuser un peu pour dire, OK, ça, on sait comment tu vas réagir quand il y a une décision énorme à prendre. Et ça implique ça avec les équipes. Donc, tu peux aller un peu plus profondément avec l'influence sur l'équipe avec un style comme ça. Et en plus, ça aide à améliorer ce genre de choses si ça crée un sorte de problème avec l'équipe. Ok, merci. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, que vous avez identifiées, encore une fois, par rapport à ce qui fonctionne pas aujourd'hui dans les programmes de leadership? Bon, on a commencé avec la définition et puis aussi l'évaluation de succès des programmes. Donc déjà, ça change un peu l'efficacité parce que ça commence de base. Après, un autre problème très, très commun, c'est que les programmes de leadership sont universels. Donc, en société, ils ont un groupe de leaders, ils veulent former, développer. Ils disent, OK, tout le monde fait ce programme et ça peut être le instructor-led training, un truc formation dans une salle. Ça peut être coaching, ça peut être un sorte de développement sur quelques compétences très fonctionnelles. Mais c'est si tu es défini comme leader dans une société, tout le monde fait. Mais on sait avec si on commence avec une base de personnalité, on sait que les gens sont différents. Donc ce que j'ai besoin en tant que leader et développement de leader, c'est différent que ce que tu as besoin, Chloé, parce qu'on est différents, nos parcours sont différents, nos forces et les points d'améliorer, ils sont différents. Donc, si on est offert la même chose, l'efficacité sera moins bien. Donc, il faut vraiment regarder, de développer les leaders de façon très individuelle. Okay. Regarder leurs besoins. Ok, un retour, effectivement, c'est quelque chose dont on avait parlé dans certains podcasts précédents, mais le retour à individualiser beaucoup plus, alors que pendant pas mal de temps, on a cherché plutôt à faire des choses très collectives et à plutôt offrir un tronc commun en fait quelque part aux leaders. Ok, donc hyper intéressant le sujet de l'individualisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois? C'est vraiment comme un enchaînement de choses. Donc, si on regarde chaque étape là, après, il y a une sorte d'intervention, même si c'est très individualisé, très efficace, il faut aussi pas ignorer les obstacles pour changer. Donc, on a beaucoup étudié. Moi, j'ai étudié beaucoup dans mon parcours ce qu'il faut pour changer le comportement, et on sait bien que c'est super dur. Si on fume et on veut arrêter à fumer, tout le monde sait que c'est super difficile et il y a toujours une sorte de motivation de garder le comportement, même si c'est pas bien pour toi ou pour l'équipe ou la famille, par exemple. Donc, il faut vraiment regarder ce qui bloque la capacité de changer. Donc, il y a plein de choses là-dessus que comme les objectifs sont un peu trop grands, donc c'est difficile. Les leaders, ils ont pas beaucoup de temps. Moi, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes et si je bloque pas le temps pour moi de me développer, je ferai jamais, parce qu'il y a toujours les choses, les mails, les demandes des gens. Donc c'est de prioriser un peu le temps de développer et permettre à les leaders de prendre ce temps pour
Aussi, le feedback, c'est difficile. Donc, on a besoin de ça pour être conscient de ce qu'il faut changer. Mais c'est difficile à avoir un bon feedback des collaborateurs. Et surtout, avec le rôle de leadership, le plus que tu montes dans une société, moins de feedback tu auras, et au feedback efficace, parce que tout le monde veut dire quelque chose. Hein. Les compliments au leader, ils veulent pas faire. C'est dangereux pour un salarié de donner un feedback négatif à un leader. Donc, de vraiment chercher le feedback, avoir un bon feedback qui peuvent permettre de changer. Aussi, de connaissance de soi. On aime bien un peu mentir à nous-mêmes comment on est. Si on n'a pas quelque chose ou quelqu'un pour nous dire, OK, tu es comme ça, on va pas vraiment changer parce qu'on sait pas. C'est vraiment le jardin secret chez nous, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant et on voit bien qu'il y a des cultures d'entreprise dans lesquelles il y a du feedback régulier et on encourage beaucoup les gens à faire un peu d'introspection, à travailler sur eux, etc. Mais t'as quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui où c'est pas un exercice habituel et où quand on se retrouve typiquement dans un assessment, un coaching, un accompagnement des dirigeants, quand ils ne sont pas posés de questions pendant les 15 dernières années, qu'on leur a pas fait de feedback, ils ont une vision hyper biaisée ou alors ils ont même pas d'avis sur là où ils en sont vraiment et sur là où ils mériteraient de se développer. Donc c'est vraiment un sujet de comment est-ce qu'on prend du temps de façon très récurrente pour le faire et comment est-ce que l'entreprise elle valorise ça comme une priorité, effectivement, pas juste comme quelque chose que tu fais après tout le reste. Ouais, c'est vraiment un truc culturel dans une société. Ouais. C'est hyper intéressant. Alors évidemment, moi j'imagine que dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a une partie qui doivent être en train de se dire bon, OK, il y a plein de choses qui marchent pas. Et pourtant, dans ce que tu cites, je pense que c'est des causes qu'on revoit très très fréquemment. C'est-à-dire que de dire que il y a pas une très bonne définition du leadership, que les modèles sont pas hyper bien faits, qu'ils sont pas non plus très stables, qu'on mesure pas vraiment ni à l'entrée ni à la sortie, etc. Je pense que toutes ces raisons-là, tout le monde les voit très bien. La question que j'ai envie de te poser, c'est on a des DRH qui nous écoutent aujourd'hui, des directeurs talents qui construisent des programmes de développement. T'aurais envie de leur conseiller quoi comme bonne pratique pour justement faire en sorte que leur programme soit plus j'allais dire plus rentable, c'est pas vraiment ça, mais plus efficace, plus pertinent. Plus efficace, ouais. Ouais, bon, il y a plein de moyens. Il n'y a pas forcément un conseil précis parce que on dit que le one size fits all convient pas tout le monde. Donc, vraiment de commencer avec une sorte d'évaluation individuelle pour identifier les problèmes. Et après, créer les programmes de développement basés sur ça. Donc, si on commence avec un début de personnalité, par exemple, on peut identifier les besoins. On peut valider ça avec un 360 degrés. Donc, commencer avec un assessment, c'est super efficace. Aussi, l'assessment, ça peut être utilisé dans toutes les phases de programme aussi, parce que ça aide un peu à diriger sur certaines choses. Quand tu commences à créer une sorte de programme de développement qui c'est très individualisé, tu peux rester sur les choses qui sont très importants à améliorer, mais aussi qui sont gérables pour la personne, parce que c'est très lié à eux, quoi, et les enjeux qu'ils fassent au quotidien. Donc, il y a plein de moyens de faire ça, mais bon, déjà de commencer avec ces données pour savoir où ils sont les problèmes, mais l'évidence sur les programmes de coaching, par exemple, surtout pour les leaders vraiment hauts dans une société, le comité de direction, le CEO, le coaching avec un bon coach basé sur les assessments, ça peut être super efficace parce que ça crée un sorte d'espace pour le leader de discuter un peu les choses qu'il veut pas dévoiler pour leurs collègues, les autres dans l'équipe de direction, par exemple. Mais ils peuvent travailler sur ça, ils peuvent un peu découvrir les problèmes, utiliser les assessments avant et après, pour voir un peu, ça peut aider pour fixer les objectifs et d'évaluer le progrès sur les objectifs. Donc, coaching, c'est très bien, mais parfois, avec un sort d'assessment ou 360 degrés, on va découvrir que c'est certaines compétences très fonctionnelles. Donc, si tu travailles dans un certain domaine et tu as besoin d'une formation plus le skill-based, si tu veux,
on peut dévoiler ça vraiment de commencer avec la base. Donc il y a tellement de moyens et les ressources disponibles, mais je pense que le problème à la base c'est de mettre en place une solution sans savoir le problème avant. Ouais, c'est intéressant. Donc, et en même temps, je la pense bonne qu'il y a nouvelle, beaucoup c'est qu'il y a d'entreprises tellement qui de sont sur des logiques de volume, en fait. Je pense que quand tu dois accompagner beaucoup de personnes d'un coup, le côté sur-mesure très individualisé, il peut paraître un peu difficile à mettre en œuvre. Est-ce que là-dessus, vous avez vu des bonnes pratiques? Ouais, bon, je pense que oui, je comprends cette mentalité, mais en fait, on a commencé avec les investissements dans le leadership development et le fait que c'est pas efficace. Donc, pour commencer avec un truc qui est très individualisé, on va économiser aussi parce qu'on va pas dépenser sur un programme de développement pour quelqu'un qu'ils n'ont pas besoin, quoi. Donc ça nécessite un peu plus d'attention pour savoir ce qu'il faut, mais ça va être beaucoup plus efficace et il y a la possibilité de vraiment économiser pour ne pas utiliser un programme qui n'est pas du tout efficace pour ce leader selon leurs besoins. Ok, c'est une bonne façon de le voir, hein, c'est de se dire effectivement, ça peut avoir l'air très coûteux comme ça de faire vraiment du sur-mesure, mais la réalité c'est qu'on dépense déjà énormément pour des programmes collectifs qui parfois vont pas du tout apporter la même chose à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Alison, parce que je me mets aussi à la place de peut-être même de leaders qui nous écoutent aujourd'hui et voilà qui peuvent se poser des questions sur comment eux-mêmes travailler. Est-ce que tu aurais d'autres tips à nous partager? Ça c'est une très bonne question bon, c'est intéressant pour moi parce que moi, je suis un leader et je suis aussi en train de faire un programme de développement très individualisé. Donc, je comprends un peu les enjeux. Chez Hogan, on est très ouvert au feedback et développement parce que c'est notre industrie. Mais quand tu fais toi-même, c'est autre chose. On peut parler un peu de façon un peu académique, si tu veux, de ce sujet. Mais pour vraiment mettre en place pour toi, c'est vraiment pas facile. Mais c'est tellement intéressant de commencer sur l'assessment pour se comprendre, de se connaître beaucoup mieux. La première fois que j'ai fait mon assessment Hogan, j'étais choquée parce que il y a des choses dans mon profil qui je pensais que personne savait. Et, effectivement, on voit que mon réputation, ça dévoile un peu ces choses. Donc, ça m'a permis de vraiment travailler sur ça. Je trouve que c'était vraiment un clé de mon succès au quotidien. Mais c'est pas facile. Mais aussi, bon, je viens de faire il y a quelques semaines mon propre 360 degrés. J'avais peur de faire, je pourrais être très honnête, mais c'était hyper utile parce que moi, bon, par exemple, je pense toujours qu'un bon leader, il faut être très collaboratif, par exemple. Il faut toujours un peu se mettre, et je peux être assez critique de moi-même pour ce côté collaboratif. Mais quand j'ai fait le 360 degrés, en fait, j'ai trouvé que non, c'est pas du tout ça. Les gens pensent que je suis presque trop collaboratif et ils préfèrent que je sois un peu plus direct dans la prise de décision, un peu plus autoritatif si tu veux. Donc ça m'a un peu choqué à voir ça parce que c'est vraiment pas ma tendance et je pense toujours que oui, il vaut mieux toujours travailler sur la collaboration. Mais bon, ils m'ont dit clairement que en tant que leader, ils voulaient quelqu'un qui est vraiment clair dans la direction. Donc ça, c'était vraiment un truc aidant pour moi. Donc pour les leaders qui écoutent ça, il faut pas avoir peur et surtout c'est très individualisé. Ça te permet de apprendre à être toi-même petit à petit, de un peu avoir une sorte de déclic et de travailler là-dessus un peu de façon très individualisée. Donc c'est intéressant parce que tu vois, il y a une remarque que certains leaders qu'on accompagne me font régulièrement, c'est au bout d'un moment, quand t'as déjà fait plusieurs coachings ou quand t'es un peu lucide sur toi-même, tu peux te dire, je suis déjà assez conscient de mes comportements, je connais assez bien mes façons de fonctionner, etc. Mais en fait, ce que tu découvres dans un 360 degrés, tu vois, on a la même actualité, Alison, parce que moi j'ai fait le mien aussi il y a quelques semaines. Ce que tu découvres, c'est pas juste tes comportements, tu peux en être conscient, mais c'est l'impact que ça a sur des gens et des catégories de population
très différentes parce que peut-être que le fait d'être très collaborative, c'est perçu d'une certaine façon par ton équipe, mais d'une façon complètement différente par tes partenaires, tes N+1, etc. Et ça, c'est des choses que tu peux pas deviner. C'est-à-dire que tu peux te connaître, mais savoir exactement ce que ça renvoie à un moment donné selon les besoins de ton écosystème, c'est ultra riche en termes d'éclairage. Puis le deuxième point quand même, parce que je te remercie d'avoir souligné ça, même des personnes hyper matures en termes de leadership peuvent un peu appréhender l'exercice et se dire ok, il faut le faire, ça a l'air génial, et en même temps je suis pas sûre d'avoir envie aujourd'hui qu'on me dise ce qu'on pense vraiment de moi. Mais ça renforce aussi tes forces. En fait, ça renforce la prise de conscience. Et j'imagine que ton 360 a pu être l'exemple de ça, mais renforcer la prise de conscience de là où sont tes points forts, c'est aussi quelque chose qui va vachement t'aider. Oui, non, et c'est sûr. Moi, j'étais un peu choquée parce que, bon, j'attendais un peu le pire de mon 360 degrés parce qu'on peut, comme on a dit tout à l'heure, qu'on peut facilement mentir à nous-mêmes. Et donc, je pensais de savoir à peu près un peu mes points faibles. Et les points forts aussi, mais de vraiment voir les commentaires mes collaborateurs, ça a vraiment renforcé le fait qu'ils savent que je me réveille pas au matin pour gâcher les journées, qu'ils voient que je fais les efforts, que je veux les aider, et ça m'a renforcé en disant que ok. Ça c'est bien. Donc il y a les points de développement, c'est sûr, mais c'est pas exactement ce que je pensais. Et c'était vraiment un sorte de soulagement de voir que ok, ce que je dois améliorer, c'est gérable. C'est pas un truc je suis horrible à tout le monde, mais non, c'est un peu faut juste m'orienter un peu dans cette direction un peu plus. Et ça, c'est beaucoup plus gérable Et puis après, c'est comme, enfin, je veux dire, c'est comme n'importe quel exercice de feedback. Plus tu le fais de façon régulière, plus au bout d'un moment, ça devient un exercice, je vais pas dire facile, mais on va dire quand même plus simple et qui permet de te réorienter plus vite. Ouais. Exactement. Ok, c'est super intéressant, Alison. Donc déjà, merci beaucoup pour le partage de tout ça. C'est vrai qu'on a démarré par le problème de définition, qui est vraiment quelque chose que je vois beaucoup. Tu vois, c'est les référentiels de compétences qui sont pas forcément très bien faits, qui se marchent un petit peu dessus, etc. Vous avez des définitions justement en termes d'éléments attendus chez les leaders, chez Hogan, qui est quelque chose que tu peux nous partager aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner des éléments sur votre référentiel peut-être? Oui, bien sûr, et on a un modèle de leadership qu'on utilise pas mal, mais j'hésite à même donner les choses très précises parce que ça dépend vraiment du contexte, quoi. Donc, un leader d'une équipe de finance, ça va être un peu différent de leader d'équipe marketing, par exemple, parce que il faut les traits de personnalité un peu différents pour chaque chose. Par contre, il y a certaines choses qu'on voit qui est très important, comme l'humilité. Donc, on adore parler d'humilité parce que tu peux être un peu tu peux avoir une sorte d'arrogance avec l'humilité, mais l'idée, ça, c'est vraiment d'être à l'écoute dans l'apprentissage, de ne pas penser que tu as tous les réponses pour toutes les questions, mais de écouter l'équipe, écouter le feedback pour s'améliorer. Donc, l'humilité, c'est vraiment un critère clé dans les leaders. Ça, c'est effectivement une dimension qui, en tout cas, il y a quelques années, était un peu à l'encontre de ce qu'on avait tendance à promouvoir, plutôt justement des leaders un peu plus ou arrogants ou très sûrs d'eux ou qui ont la réponse, qui savent, etc. Donc ça fait vraiment partie des éléments chez Hogan que vous avez pas mal développé et qui est utile. La question c'est évidemment, est-ce que ça va se développer l'humilité? Qu'est-ce que tu vas faire d'un programme de développement de leaders avec des leaders qui sur ce critère-là sont faibles? Ouais. Bon, c'est une bonne question, et ma réponse est oui. Si la personne est ouverte de faire ça, parce que on dit souvent que la personnalité change pas beaucoup. Tu peux avoir les petits changements dans la vie après les événements, mais c'est plutôt stable dans la vie. Ce qui aide, c'est vraiment la connaissance de ça et la volonté de changer. Donc, si t'es quelqu'un qui est à la base assez arrogant, highball dans les tests Hogan, juste d'être conscient de ça et de savoir un peu gérer ça au quotidien, de trouver les astuces pour écouter, pour créer une ambiance, on dit en anglais sur un psychological safety, de confiance avec l'équipe pour pouvoir partager tout ça. Donc,
Ouais, pour vraiment changer à la base, je pense que ça peut être un peu difficile, mais avec du travail, de vraiment trouver les astuces pour gérer les dérailleurs potentiels, oui, je pense que c'est vraiment gérable au quotidien. Merci beaucoup, Alison, c'est hyper précieux. Et on va pas faire d'explications aujourd'hui, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur les dérailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode du podcast précédent où justement on parle des dérailleurs, et du coup ça nous permettra de comprendre encore mieux cet épisode. Je te remercie beaucoup, Alison. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie de nous partager aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter sur le sujet, ou est-ce qu'on a couvert l'ensemble? Bon, je pense qu'on a pas mal discuté. On peut toujours une autre fois creuser encore plus sur certains sujets, mais ouais, je pense que juste pour faire un petit résumé, c'est vraiment possible d'améliorer les programmes de leadership. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais de vraiment commencer avec une bonne définition, évaluation des leaders pour avoir une base pour chaque piste de développement, et vraiment regarder un peu ce qu'ils ont besoin chaque individuel, ça va vachement améliorer. Donc de vraiment essayer de ne pas penser de façon circulaire, si tu veux, que de promouvoir les leaders qui ont un peu l'image de leader, mais de regarder un peu l'équipe et puis mesurer avec les évaluations beaucoup plus objectives basées sur les données et la performance, ça va aider énormément. Ouais, merci beaucoup pour le résumé, et je trouve qu'effectivement c'est un très bon point de clôture, en tout cas que tu as mis en lumière dans cet épisode, finalement quelque part pour mesurer l'efficacité du leadership. Je pense que le premier indicateur, c'est de regarder la performance de l'équipe, et voilà, c'est sûrement un meilleur indicateur que tout ce qu'on a l'habitude de regarder habituellement. Merci beaucoup, Alison, c'était passionnant, et puis on n'hésitera pas à te reposer des questions si on a envie d'aller plus loin sur le sujet. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!